reparti, à tout à l'heure. Entendu, merci beaucoup. Je suis en automatique là. GC 9 moins 9 DU, je crois. Donc j'ai à peu près une heure. Une heure et puis quelques questions que je vous ai écrites, un quart d'heure parfait. Bonsoir à tous. Nous commençons avec quelques petites minutes techniques de retard, excusez-nous. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Monsieur Guillaume Caserouni, qui est conservateur des collections d'art, de peinture ancienne du musée des Beaux-Arts de Rennes et qui était le commissaire de l'exposition Les couleurs du ciel sur la peinture sacrée du XVIIe siècle. Guillaume Caserouni a également monté à Nancy l'exposition sur l'automne de la Renaissance et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous parle ce soir de la peinture, des peintures de notre fameuse abbaye de Sainte-Geneviève. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, je vous remercie. Et alors évidemment, le sujet qu'on va aborder ce soir est un sujet un peu particulier. Quand on m'a demandé de parler des tableaux de l'église Sainte-Geneviève, j'ai un peu hésité un moment parce que vous savez qu'aujourd'hui l'église n'existe plus et qu'on a comme trace certifiée des peintures s'étant trouvées dans cette église que 4 tableaux. Alors du coup, vous allez me dire, vous allez peut-être me demander si je vais vous parler que de 4 tableaux pendant 1 heure. Eh bien non. On va se servir de ce cas de l'église Sainte-Geneviève comme un cas type de ce qui a pu arriver à de très nombreuses églises à Paris après la Révolution, églises détruites, œuvres dispersées, et cas qui nous permet aussi de comprendre qu'on a encore aujourd'hui conservé dans les églises de Paris une grande masse de peintures donc qui existent bien, qui n'ont pas de provenance ancienne et qui pourraient provenir, mais c'est hypothétique, d'églises qui se trouvaient à proximité, qui ont été détruites et donc, dont on a remis les tableaux dans la seule église qui existait souvent dans le quartier. Alors du coup, vous verrez, la conférence de ce soir va se faire sous la forme d'un dialogue entre l'église Sainte-Geneviève et l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui existe encore, et donc nous parlons presque autant des tableaux de Sainte-Geneviève que des tableaux de Saint-Étienne-du-Mont. Je vous dirai à la fin exactement pourquoi, qu'il y a une hypothèse pour que les tableaux de Saint-Étienne-du-Mont soient une partie des tableaux de Sainte-Geneviève. Alors, là j'ai de nouveau un problème, ça s'est reverrouillé, mon truc qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour le déverrouiller? Il y a quelqu'un qui m'a aidé tout à l'heure à... F5. Alors, je refais... En fait, mon clavier est de nouveau verrouillé. Je ne sais pas ce qui se passe. Le diaporama ne marche pas. J'arrive pas à faire défiler les photos. Ah, c'est bon. Si je fais comme ça... Oui, c'est bon. Vous avez fait quoi avec cette fois-ci? Non, mais là, je ne sais pas si fermé à marcher. J'ai rien touché. Bon, on va continuer. Alors, on va voir cette histoire en 4 temps. Tout d'abord, je vais vous parler globalement des peintures des églises de Paris et de leur situation aujourd'hui, qui est une situation assez importante à comprendre pour comprendre du coup ce qui se passe à l'église Sainte-Geneviève et à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Ensuite, on abordera plus particulièrement la peinture religieuse du XVIIe siècle et la manière dont les commandes religieuses se sont démultipliées au XVIIe siècle, moment qui est capital pour Sainte-Geneviève parce que l'essentiel des commandes de peinture dont on a trace aujourd'hui pour Sainte-Geneviève date de cette époque-là. Et enfin, on verra un petit peu comment ont été préservés, dispersés et retrouvés les vestiges de l'abbaye
de vestiges artistiques de l'abbaye. Et enfin, on ira à Saint-Étienne-du-Mont pour voir un petit peu quelles sont les peintures qui s'y trouvent et quelles seraient les peintures qui pourraient être des peintures provenant de Sainte-Geneviève. Alors, les peintures des églises de Paris, aujourd'hui, constituent un très vaste domaine d'études, vaste par la quantité et vaste par les problèmes qu'elles posent. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle exactement des peintures des églises de Paris et qu'est-ce qu'on a comme source pour pouvoir connaître ce fond? Alors tout d'abord, pour les sources de l'Ancien Régime, on a 4 sources essentielles que sont les guides, donc les fameuses descriptions de la ville de Paris, qui nous permettent à peu près de savoir ce qui se trouvait dans les églises. Ces guides ont évidemment un défaut, c'est qu'ils ne sont jamais complets et souvent ils parlent toujours des mêmes œuvres. Donc on sait à peu près, quand on les compare à certains inventaires révolutionnaires qui sont des inventaires très complets, qu'il n'y a parfois que 10% des œuvres qui se trouvaient dans les églises qui sont décrites dans ces guides. Vous voyez qu'il faut quand même faire attention. Ensuite, on a les vies d'artistes de l'Ancien Régime, où leurs œuvres pour les églises sont souvent citées, œuvres qui ne sont pas toujours citées dans les guides. Ensuite viennent les descriptions des voyageurs. Alors ça, ce sont des choses rares, mais ça c'est un petit peu le bonheur des historiens de l'art quand vous tombez sur un touriste du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle qui est rentré dans une église, qui a eu la bonne idée dans son calepin de décrire chapelle par chapelle tout ce qu'il a vu. Donc ça c'est formidable parce que c'est une source de première main. Et vous verrez dans le cas de l'abbaye de Sainte-Geneviève, on a une source comme ça qui a été extrêmement importante pour identifier les tableaux. Et enfin, les archives, qui, comme vous le savez peut-être, font toujours défaut. Il n'y a jamais ce qu'on veut exactement dans les archives, où on ne trouve jamais le bon papier concernant la commande du tableau. Donc ça, c'est très aléatoire. Et pour les archives, ce sont essentiellement, en ce qui concerne les peintures, des archives révolutionnaires qui servent à comprendre ce qu'il y avait dans les églises. Alors là, on a un petit bilan de ce qu'il y a comme source pour tout ce qui concerne les églises avant la Révolution. L'autre problème des églises de Paris, en dehors de ces sources lacunaires, est la Révolution. Cette immense dispersion qui a à peu près tout bousculé. Donc ça, il faut quand même avoir à l'esprit qu'au moment où les biens du clergé sont saisis à la Révolution, à peu près la totalité de ce qui se trouvait dans les églises de Paris est enlevée. Même les œuvres qui s'y trouvent encore aujourd'hui et qui sont faites pour les églises où elles sont conservées aujourd'hui. Tout a été enlevé des églises. Après, au fur et à mesure, on a remis les choses en place. L'avantage de ces enlèvements, c'est que la plupart du temps, il y a eu des inventaires très précis. Donc ce sont ces inventaires-là qui nous donnent les listes les plus complètes de ce qu'on pouvait voir dans l'église à la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a eu des pertes entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors au moment où les tableaux sont enlevés, imaginez un petit peu des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines, mais des milliers et des milliers et des milliers de peintures enlevées des églises de Paris, donc 2 siècles de tableaux accumulés. Ces tableaux vont connaître des destins assez différents. Donc généralement l'histoire la plus classique, c'est que ces œuvres sont dirigées vers les grands dépôts révolutionnaires, le dépôt de la rue de Beaune, le célèbre dépôt des Petits Augustins, et à partir de là, un tri s'effectue. Ces œuvres sont récupérées par le Noir qui gère ces dépôts, et ensuite sont, pour une partie, récupérées par les musées. Or, entre ce qui est inventorié sur place dans les églises, après la saisie des biens du clergé, et ce qui arrive au dépôt de Le Noir, il y a une énorme perte. Il y a beaucoup de peintures qui disparaissent. Alors on peut faire que des suppositions, mais il y a certainement eu un très grand nombre de ventes sauvages, des ventes sans catalogue, dont on n'a aucune trace. Il y a des tableaux qui disparaissent à ce moment-là. Il y a des œuvres qui ont été détruites. Imaginez tous ces énormes tableaux qu'on a dû décrocher des églises, donc il y a des choses qui tombaient en lambeaux, qui se sont abîmées dans le transport, etc. Et différentes pertes, des gens qui se servaient dans l'administration, etc. Alors c'est ça, on peut déduire cela par l'histoire des tableaux qu'on retrouve aujourd'hui et dont on n'a aucune trace dans le dépôt des Petits Augustins. On voit qu'il y a eu un circuit parallèle. Je vous citerai tout à l'heure 2 cas assez amusants de ces fameux tableaux. Alors après cette grande dispersion, on va avoir un moment de restauration et de retour à l'ordre à partir du retour de la monarchie et tout au long du XIXe siècle, qui va consister à récupérer ce qui restait dans ce dépôt des œuvres d'art, sachant que le Louvre s'était largement servi, les beaux tableaux
ceux des années 1630, 40, 50, les grands académiciens, tout ça avait été pris par les musées, mais il restait quand même un lot très important d'œuvres, soit maniéristes, soit anonymes, soit, donc ça ne savait pas trop quoi faire, qui va finalement être récupéré par la ville de Paris et redispersé dans les églises. Malheureusement, on n'a aucune trace de la logique qui a présidé à cette redisposition. Donc c'est pour ça qu'on peut faire que des hypothèses. On ne sait pas si à l'époque ils savaient d'où venaient les tableaux, du coup ils les ont mis dans des églises qui étaient proches des anciennes églises où elles se trouvaient, ou si tout ça a été fait de manière totalement aléatoire. Donc on est assujetti uniquement à des hypothèses. Donc la situation actuelle, c'est que les vrais beaux tableaux, qu'on considérait à la fin du XVIIIe siècle comme des tableaux importants, sont presque tous allés dans les musées. Ce qu'on a mis dans les églises, c'est à peu près aujourd'hui, pour le XVIIe siècle, 300 tableaux, pour le XVIIIe siècle, 200 tableaux, ce qui n'est pas du tout négligeable, ça fait quand même un fonds de 500 tableaux. C'est ce qui était un peu moins bien considéré, ou alors qui était trop volumineux pour aller dans les musées, comme certains tableaux du XVIIIe siècle, de Vanloo, de Doyen, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, premier cas de ces œuvres qui ne reviendront plus jamais dans les églises, les œuvres qui partent au musée. Mais je voulais quand même vous mentionner, parmi ces cas des tableaux des églises de Paris, deux exemples très particuliers que j'ai appelés des tableaux voyageurs. Il y a deux histoires tout à fait formidables, l'une plus connue, l'autre beaucoup moins connue, de tableaux qui ont quitté Paris et qui ne sont pas allés dans des musées. Deux lots importants de tableaux. Le premier lot, c'est un lot acquis par le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, qui, vous le savez, était collectionnovore. C'est quelqu'un qui a eu l'une des plus grandes collections de peinture de tous les temps. Le cardinal Fesch a pu, en 1810, lors d'une des dernières ventes révolutionnaires de tableaux des églises de Paris, pour lequel il y a eu un catalogue, le catalogue de 1810, qui est très célèbre, il a pu se servir et il a acheté toute une série de retables. Vous en avez deux ici, un tableau de Antoine Paillet à droite et un tableau de Simon Vouet à gauche. Et ces tableaux, il en a offert toute une partie aux églises de Lyon. Donc si vous allez aujourd'hui à la cathédrale de Lyon, ou si vous faites un tour dans d'autres églises de Lyon, presque tous les grands tableaux du XVIIe siècle, de Vignon, d'Antoine Paillet, vous allez y retrouver des Mets de Notre-Dame, etc., viennent de cette fameuse collection Fesch. Donc Lyon est une ville particulière pour les tableaux des églises de Paris. Le cas du Vouet est à part, parce que le Vouet est vendu dans la vente Fesch. Finalement, il est racheté par un paroissien de Saint-Eustache. Ce tableau ornait le maître-autel de Saint-Eustache avant la Révolution, et l'œuvre retourne dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans l'église Saint-Eustache où il se trouve aujourd'hui. Vous voyez que l'histoire des tableaux est quand même assez alambiquée après la Révolution. Comme je vous disais, même les œuvres qui se trouvent encore aujourd'hui dans leur église d'origine ont bougé entre la Révolution et leur retour. L'autre cas qui est absolument extraordinaire, c'est celui des tableaux qu'on appelle des tableaux Desjardins. Donc ça, c'est un exemple moins connu et tout à fait phénoménal. Donc il y a un abbé sulpicien qui, au moment des ventes révolutionnaires, a une idée. Il achète plus de 300 retables vendus entre les églises de Paris et les églises d'Île-de-France. Il met tous ces retables dans des rouleaux et il expédie tout ça au Canada. Les sulpiciens étaient très présents au Canada et en particulier à Québec. Donc Desjardins arrive à Québec avec ces tableaux et il va faire des ventes lot par lot avec ces tableaux des églises de Paris pour meubler les tableaux les églises du Nouveau Monde d'image correcte. Donc si vous allez à Québec, vous allez retrouver dans les églises de Québec toute une partie de ces œuvres, dont ce sublime tableau de Simon Vouet, qui se trouvait avant la Révolution à l'église des Minimes de la Place Royale, et qui se trouve aujourd'hui à l'église Saint-Henri de Lévis, à Québec. Donc vous le voyez, avant et après restauration, ces tableaux ont longtemps été oubliés, ils sont actuellement petit à petit en cours de restauration. Et le musée des Beaux-Arts de Québec organisera prochainement un événement pour les mettre en valeur. Donc ça, c'est vraiment une histoire assez étonnante et ça vous montre un peu la destinée incroyable de ces œuvres. Donc après toute cette dispersion, l'entrée des œuvres au musée, il y a un temps de stabilité que j'appelle le temps de l'étude. Donc pendant toute la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça.
La ville de Paris et l'État vont organiser 2 grands inventaires qui vont remettre à plat tout ce qui reste. C'est ce qu'on appelle communément les inventaires Chaix et Plomb, du nom de leurs éditeurs respectifs. Donc ces inventaires, c'est les toutes premières qu'on va faire des églises de Paris. Elles sont extrêmement détaillées. C'est sculpture par sculpture, œuvre par œuvre, vitrail par vitrail. Donc c'est absolument génial à consulter parce que vous avez l'état des églises de Paris autour de 1900 cristallisé dans ces inventaires chapelle par chapelle. C'est ce qu'il y a de plus complet aujourd'hui sur les biens qui se trouvent dans les églises de Paris. Alors pendant que ces inventaires ont lieu, l'érudition du 19e siècle est en marche. Les études archivistiques, qui sont de plus en plus importantes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, commencent à exhumer les archives. Et dans des revues comme les nouvelles archives comme les archives de l'art français ou le bulletin de l'histoire de l'art français, on commence à publier petit à petit les marchés pour les églises de Paris, les inventaires révolutionnaires. Donc on a petit à petit une idée de ce qui se trouvait avant dans les églises. Mais on ne fait pas encore la connexion complètement entre les œuvres d'un côté et les archives de l'autre. Donc il y a une structure qui s'occupe des œuvres et les érudits qui s'occupent des archives, mais comme il n'y a pas encore beaucoup de photographies, comme les tableaux sont souvent très sales, on ne les voit pas très bien dans les églises, il n'y a pas encore de connexion. Cette connexion va arriver à cause d'une catastrophe, c'est la Seconde Guerre mondiale qui amène la ville de Paris à redéménager tous les tableaux des églises de la ville de Paris. Et ce grand déménagement va être l'occasion de tout décrocher, de tout nettoyer, de revoir les œuvres de près. Et dans les années 50, alors d'abord en 1946 et ensuite en 1956, il va y avoir 2 grandes expositions à Paris. L'une au Palais Galliera et surtout la seconde à la chapelle de la Sorbonne, qui s'appelait Trésor des églises de Paris, retour d'évacuation. Alors vous avez des photos d'archives de cette fameuse exposition, qui est assez mythique, où enfin on peut revoir les tableaux accrochés assez bas avant qu'ils retournent dans leur église. Donc à partir de là, on va faire la connexion petit à petit entre les archives et les grands tableaux et on va commencer à identifier toutes ces peintures. Donc les choses se mettent en marche. Des années 60 aux années 80, l'école française du XVIIe et du XVIIIe siècle fait l'objet de beaucoup d'attention. On avait oublié tous ces peintres. Les monographies raisonnées se succèdent, les monographies de Jacques Tullier, de Pierre Rosenberg, d'Antoine Schnapper et de tous leurs élèves. Donc petit à petit, chaque monographie va éclaircir l'histoire des tableaux de chaque peintre. Là, on a pas mal de nouvelles choses qui sont identifiées. Dans les années 90, ce sont les musées qui commencent à faire un effort. Les musées ressortent de leurs caves les très grands formats des églises de Paris qui sont aujourd'hui dispersés sur toute la France. Vous en avez dans tous les plus grands musées. Donc le Louvre restaure ses tableaux. Le musée d'Arras fait des expositions sur la grande peinture religieuse parisienne, les Mets de Notre-Dame. Donc là, les œuvres recommencent à être visibles. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va se passer une petite chose qui nous concerne pour l'église Sainte-Geneviève, enfin qui est aujourd'hui le lycée Henri IV. Ce grand tableau de Champaigne qui est très célèbre, qui est un carton de tapisserie pour Saint-Gervais-Saint-Protais, va rentrer au Louvre pendant cette période-là. Et avant de rentrer au Louvre, il se trouvait déposé par le Louvre dans la chapelle du lycée Henri IV. Vous savez, c'est une chapelle gothique, ça c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Et le tableau étant pas adapté à la forme ogivale du mur, bien en fait on l'avait coupé, on l'avait agrandi, et on a des photos d'archives où on voit ce tableau complètement déformé et incrusté dans le mur de la chapelle du lycée. Donc voilà, vous voyez, tout ça a quand même subi des vicissitudes assez importantes. Et les années 2000 vont marquer un petit peu la consécration de ce fonds. Désormais, ce fonds est au centre de toutes les études sur le XVIIe siècle. C'est un fonds qui est majeur. Ce sont des tableaux bien documentés. On a bien compris que c'était les chefs-d'œuvre à chaque fois des artistes. Les artistes n'étaient pas forcément très pieux, mais ils avaient bien compris que l'église, pour eux, était un lieu clé pour exposer leurs œuvres, pour que tous les paroissiens les voient, pour avoir d'autres commandes après. Et donc, ces tableaux aujourd'hui font l'objet de soins. Et je conclus en fait cette brève aperçue par l'exposition de Carnavalet qui a été une formidable occasion de redécrocher une série d'œuvres. Alors cette fois pas du tout dans la même optique que l'exposition de la chapelle de la Sorbonne. Là c'était une exposition de tableaux qui se trouvaient dans les églises de Paris et qui s'y étaient trouvés. La Sorbonne c'était que ce qu'on avait encore sur place. Avec un déménagement assez important d'œuvres et surtout 45 restaurations.
qui ont été réalisés pendant l'exposition. Exposition dont vous voyez quelques images d'archives maintenant. Alors, l'énorme tableau, c'était amusant à Carnavalet parce qu'il fallait un peu faire rentrer des retables par un trou de souris dans le musée. Et comme vous le savez, c'est un tout petit musée, les plafonds sont assez bas. Qu'on n'avait qu'une petite porte sur le jardin et il fallait que tous les retables rentrent par là. Donc là, vous avez le plus grand, la fameuse Sainte-Geneviève de l'église Sainte-Geneviève, que vous avez vu à l'ouverture de la conférence et que vous voyez là avec son tamponnage à son arrivée au musée. Avec ici quelques images de l'accrochage, qui a été un très grand moment, parce qu'évidemment, tous ces tableaux, on les a revus au sol. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent très bien dans les églises. Si vous voyez la Sainte-Geneviève accrochée dans la salle, et pendant son bichonnage, qu'elle était arrivée toute seule avec plein d'araignées derrière, donc il a fallu qu'on enlève un petit peu ses invités. Alors cette exposition, évidemment, a été une occasion de souligner cet âge d'or extraordinaire de la peinture religieuse qui a été le XVIIe siècle. C'est le siècle auquel on a produit le plus grand nombre de tableaux qui existent encore aujourd'hui pour les églises de Paris. Parce qu'évidemment, tout ce qui avait précédé avait été en grande majorité détruit pendant les guerres de religion. Et l'exposition a été également l'occasion de faire ce bilan. Pour ceux qui sont allés voir cette manifestation, vous avez vu ce plan qui est à l'entrée de l'exposition, qui est le plan de Turgot, qui vous montre bien l'importance en fait, de la présence de ces édifices sacrés à Paris. Tous les ronds, ce sont des églises. Les ronds rouges, c'est ceux qu'on a rasés après la Révolution. Et les ronds verts, c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Vous voyez la proportion. Et surtout, globalement, vous voyez ce qui a été commandé comme peinture sous l'effet du Concile de Trente à la fin du XVIe siècle pour tous ces bâtiments. C'est une manne picturale absolument gigantesque. Et encore, je ne parle pas des sculptures, des objets d'orfèvrerie, etc. Alors l'exposition a permis aussi de fragmenter un petit peu le pourcentage ou plus ou moins l'importance des commandes et leur augmentation dans le siècle, quand on a une reprise progressive des commandes au début du XVIIe siècle, les années 1590 aux années 30, et qui n'est pas encore très accélérée parce qu'à cette époque-là, on va surtout construire des bâtiments, et évidemment, on ne va pas faire des tableaux avant d'avoir restauré ou construit des bâtiments. C'est pendant cette époque-là qu'on va rénover l'abbaye de Sainte-Geneviève et surtout terminer l'église Saint-Étienne-du-Mont. Ensuite, il y a un pic des commandes des années 30 aux années 60. C'est le moment où on va commander le plus d'œuvres. Les bâtiments sont désormais terminés et il faut les orner. Donc ça correspond grosso modo au règne de Louis XIII et à la régence d'Autriche. C'est un moment très important. Alors, curieusement, on n'a absolument rien conservé de cette période pour l'église Sainte-Geneviève. À Saint-Étienne-du-Mont, si, mais à Sainte-Geneviève, l'église ne semble pas avoir bénéficié de beaucoup de commandes prestigieuses. Et enfin, le règne de Louis XIV qui voit progressivement une diminution des commandes, tout simplement parce que les églises sont pleines. Donc là, on va avoir quelques campagnes ponctuelles de remise au goût du jour et de quelques grands tableaux comme les Invalides à la fin du règne. Donc voilà, vous avez là la trame générale et on va voir comment s'inscrit l'abbaye de Sainte-Geneviève, le cas spécifique de l'église Sainte-Geneviève dans cette trame générale. Alors, ce monument a évidemment occupé une place fondamentale dans l'histoire à la fois spirituelle et culturelle de Paris, car il s'agissait d'une abbaye extrêmement ancienne. C'était une abbaye où se trouvaient les reliques de la patronne de la ville, Geneviève, et c'est une abbaye qui avait des collections extrêmement importantes, qui en faisaient un centre tout aussi majeur que Saint-Germain-des-Prés. Donc, je ne vais pas vous expliquer l'histoire de l'abbaye que vous connaissez certainement. On va rappeler juste que c'est une fondation mérovingienne par Clovis et Clotilde, que c'est une chapelle primitive dédiée aux apôtres Pierre et Paul, qu'à la fin du VIe siècle, l'Église reçoit le corps de Geneviève et elle prendra définitivement le nom de Sainte-Geneviève, surtout au XIIe siècle. On voit sur les fouilles qui ont été faites les traces évidemment de cette première église ancienne avec la nécropole mérovingienne qui se trouvait sous l'église.
Alors, de cette première église qui est plus ou moins terminée au XIIe, XIIIe siècle, enfin, cette première église, il n'y a pas de première église, mais elle est au fur et à mesure agrandie. Et il reste aujourd'hui que de très rares vestiges, quelques œuvres très célèbres, notamment ce chapiteau qui représente Daniel dans la fosse au lion au Louvre. C'est des choses qui ont été retrouvées au fur et à mesure, qui sont d'ailleurs dans la plupart des cas, du moins en ce qui concerne ce relief-là, enfin ce chapiteau-là, des chapiteaux antiques retaillés au Moyen-Âge, au moment où on remettait au goût du jour l'église, et évidemment quelques restes de chapiteaux dispersés entre le Louvre et le musée de Cluny. Alors, parmi les œuvres célèbres qui se trouvaient également dans l'abbaye et qui avaient probablement subi des travaux au XVIIe siècle, on avait le célèbre tombeau de Clovis, dont on a la trace ici par le dessin du recueil Guénière, qui est un recueil où Guénière a fait faire des dessins de tous les tombeaux qu'il trouvait à ce moment-là, enfin du XVIIe siècle en France. Alors ce tombeau de Clovis, qui est probablement, il y a des doutes sur son authenticité, c'est peut-être un faux tombeau de Clovis. On ne sait pas si c'était un tombeau qui avait été fait au XVIIe siècle d'après un tombeau ancien détruit ou abîmé, ou si c'était une invention tout simplement du XVIIe siècle pour rappeler que Clovis avait été inhumé dans ce lieu. Alors l'essentiel de l'édifice est terminé au XIIIe siècle, donc vous en avez le plan avec l'église et les bâtiments conventuels. L'abbaye est desservie dans un premier temps par des chanoines séculiers, puis par des chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui prendront le nom de Génovéfins. Voilà, et au XVe et au XVIe siècle, l'événement le plus important, c'est la reconstruction à partir de l'extrême fin du XVIe siècle, de la nouvelle église Saint-Étienne-du-Mont, qui jouxte, enfin qui est collée littéralement à l'église Sainte-Geneviève. Ça, on va passer. Donc ici, vous avez un plan de Turgot où vous voyez la situation au XVIIIe siècle de l'abbaye, qui se trouve en bas à gauche. Vous voyez un complexe extrêmement important qui est aujourd'hui évidemment dénaturé par la disparition de l'église. Et là, vous avez une vue cavalière de l'ensemble de l'abbaye. Alors, qu'en est-il du décor de l'église abbatiale au XVIIe siècle? Donc là, on va aller dans le vif du sujet. Alors, ce décor est lié évidemment à des réformes spirituelles et à la situation politique qui permet de faire ces réformes et les travaux. En 1619, un personnage clé va entrer dans la vie de l'abbaye. Le cardinal de la Rochefoucauld, évêque de Senlis, va être nommé par Louis XIII abbé commendataire de l'abbaye. En 1622, il va être missionné par Grégoire XV pour mener à bien la réforme des chanoines augustins de France, et il va entreprendre en même temps une refonte complète de l'abbaye de Sainte-Geneviève qui, par ces événements, devient un lieu extrêmement important pour la réforme religieuse. Alors du coup, comme il réforme spirituellement le lieu, il essaye de le réformer visuellement aussi, en langage des travaux. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les différents types de travaux qu'avait voulu entreprendre Rochefoucauld. Il n'a pas pu toutes les mener à bien. Et c'est à cette époque-là que l'abbaye va connaître vraiment son heure de gloire. Elle est puissante. Elle va devenir la maison mère de la Congrégation de France. Donc un lieu central pour toute la France, pour toute la vie spirituelle de la France. Cette force va lui permettre de commencer à constituer une bibliothèque qui n'existait pas réellement avant, donc bibliothèque qui, comme vous le savez, est extrêmement célèbre, dont les fonds sont aujourd'hui en partie conservés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et dont les dessins, parce qu'il y avait un cabinet d'art graphique extraordinaire à l'abbaye de Sainte-Geneviève, sont actuellement à la Bibliothèque nationale. Alors, c'est des dessins facilement identifiables parce que vous avez un énorme sceau rouge en plein milieu des dessins en général, avec marqué SG dessus, donc pour rappeler leur provenance. Donc c'est également à ce moment-là que se constitue un cabinet des médailles et surtout un cabinet de curiosités qui est parmi les plus anciens conservés aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de le voir. Ce cabinet de curiosités se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève et il a été redisposé depuis quelques années, donc on peut de nouveau en voir les objets. Donc là, quelques images de l'ancienne bibliothèque. Vous avez certainement vu au lycée Henri IV ce qui reste de cette salle. En fait, il reste la partie centrale avec une peinture de Restou où on a creusé l'escalier au XIXe siècle, escalier qui à son tour a été détruit au XXe siècle et qui a été remplacé par un escalier moderne.
Deux grandes vues de la bibliothèque qui rappellent juste l'ampleur de ce lieu. Alors à partir de 1624-25, alors qu'on entreprend dans toutes ces réformes, que l'abbaye s'enrichit, Rochefoucauld, comme je vous l'ai dit, veut faire des travaux d'embellissement. Donc il va tout d'abord faire réaménager la nef et il va placer aux côtés de la nef 6 autels dédiés à 6 saints. On va voir tout à l'heure. Donc le culte des saints, évidemment, étant accentué depuis le Concile de Trente, là on est en plein dans le renouveau spirituel post-tridentin. Ensuite, il projette de faire reconstruire la façade de l'église. Vous savez que l'église n'avait pas de façade, c'est une façade assez austère, et réaménager aussi la crypte. Et pour ça, il va faire appeler Jacques Le Mercier sur le chantier de Sainte-Geneviève. Alors voilà à quoi ressemble Sainte-Geneviève au XVIIe siècle, avec Saint-Étienne-du-Mont à côté. Vous voyez que les deux façades, d'ailleurs, la façade de la vieille église abbatiale faisait triste mine à côté de celle de Saint-Étienne-du-Mont, ce qui nécessitait évidemment des travaux. Voilà quelques autres vues un peu plus tardives qui vous montrent que finalement rien n'a changé. Rochefoucauld n'arrivera jamais à faire cette façade à cause de son coût, donc les travaux seront abandonnés. Voilà quelques vues avec l'escalier qui sera réalisé aussi au XVIIe siècle dans le couvent. Voilà les projets que Le Mercier va proposer et d'autres architectes pour la façade, une façade classique à 2 niveaux. Vous voyez, on est complètement là, pareil, dans les façades de type post-tridentine, plus ou moins ornées, et des plans pour l'intérieur de l'église, pour réaménager et remettre un peu au goût du jour cet intérieur gothique et la rendre plus apte au culte. Alors, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le réaménagement des autels de la nef, qui d'ailleurs a lieu presque simultanément avec le réaménagement de la crypte, où on va réparer et remettre un peu en place certains tombeaux importants. C'est là où se trouvait également la tombe de Sainte-Geneviève. Et donc vous voyez là, vous avez sur la coupe l'emplacement des autels par rapport à la crypte. Vraiment, les tableaux étaient sur les tombeaux. Donc 3 autels de chaque côté. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont à gauche. C'est les petits frontons triangulaires qu'on voit se succéder après la façade. Et ces 6 retables vont recevoir des tableaux. Alors, l'histoire de ces tableaux est assez rocambolesque et tout à fait compliquée. On a mis longtemps à comprendre exactement ce qu'il y avait comme peinture en recoupant toute une série de sources et en retrouvant très heureusement 2 de ces tableaux. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut d'abord aller voir au moment de la Révolution sur les inventaires. Sur les inventaires, à partir de la suppression de l'abbaye, c'est très décevant parce que l'inventaire complet de l'abbaye n'existe pas, on ne l'a pas retrouvé, et la liste des dépôts des petits Augustins ne mentionne que 7 tableaux en tout pour l'abbaye de Sainte-Geneviève. Ce qui est quand même assez ridicule quand on pense à l'importance de ce lieu. Il est absolument impossible qu'il se soit trouvé que 7 tableaux dans l'église Sainte-Geneviève. Et parmi ces 7 tableaux, il y en a 3 qui sont donnés par Lenoir à des artistes du XVIIe siècle, un Saint-Martin et un Saint-François donné à Avignon, et une mort de la Madeleine à Georges Lallemand. Donc c'est déjà une première piste. On peut s'imaginer que ces 3 tableaux de saints du XVIIe siècle faisaient partie de ces retables. Donc là, l'église a été démolie. Et voilà, donc là, on arrive aussi. Je vous ai placé les tableaux, comme ça vous pouvez voir avec les taches colorées où ils se trouvaient. L'autre source qui nous permet un peu plus de comprendre ce qu'il y avait dans ces autels, c'est une description manuscrite de la fin du XVIIe siècle de l'abbaye, donc une histoire manuscrite de l'abbaye de Sainte-Geneviève, écrite par le père Molinet. Donc vous avez ici c'est la citation. Il dit: le cardinal de la Rochefoucauld fit démolir quelques chapelles qui étaient aux ailes de la nef et en leur place fit faire 6 autels fort propres et commodes dans l'enfoncement de la muraille. Les enrichis de colonnes de marbre et de tableaux en l'honneur d'eux, Sainte-Geneviève, Saint-François, Saint-Martin, Saint-Louis, Saint-Étienne et Sainte-Madeleine. En recoupant cet écrit avec l'inventaire de Lenoir, là on est sûr que les 3 saints cités sont bien les 3 tableaux qui se trouvaient sur ces autels. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a quand même un souci pour les auteurs. Ici on n'a aucun nom d'auteur et on a Vignon et l'Allemand dans la liste de Lenoir. Et jusque-là on n'a pas de tableau. On n'a pas de tableau jusqu'aux années 50.
Dans les années 1950, apparaît une première œuvre qui est identifiée comme l'un de ces fameux tableaux de l'église Sainte-Geneviève. C'est l'œuvre la plus importante conservée aujourd'hui pour l'église Sainte-Geneviève. Il s'agit du prévôt des marchands et des échevins de Paris rendant hommage à Sainte-Geneviève. Un tableau on ne peut plus adapté au lieu et qui d'ailleurs est une peinture parfaite pour le début de l'exposition de Carnavalet parce que ça nous mettait en plein dans le sujet tout de suite. Donc un tableau à 2 registres avec en bas les échevins, en haut Sainte-Geneviève et une vue panoramique de Paris derrière que je vous montrerai de plus près. Alors ce tableau, voilà comment il est étudié et voilà comment on arrive à déduire que c'est un tableau de Sainte-Geneviève. Quand il a été publié en 1952, l'étude très détaillée a montré par les archives que l'œuvre avait été vendue le 15 mars 1793 à un citoyen pour 80 livres. Du coup, le tableau a échappé au dépôt des Petits Augustins et ne se trouve pas dans l'inventaire de Lenoir. Preuve comme quoi on a des tableaux qui peuvent exister encore pour les églises et qui ne sont pas dans les inventaires de Lenoir. Ensuite, l'œuvre réapparaît dans la collection d'un duc qui était le propriétaire du château de Montigny-l'Ankou, pas très loin de Fontainebleau. Et ce duc, qui avait acheté certainement ce tableau pour son sujet, c'est ce qui est arrivé la plupart du temps sous la Restauration, eh bien, l'offre à l'église de Montigny-l'Ankou qui était dédiée à Sainte-Geneviève. Donc c'est pour ça que ce tableau a atterri dans cette église au XIXe siècle. Il est anonyme à ce moment-là et il a pu être réidentifié comme une œuvre, alors vous allez voir, pas complètement de Georges Lallemand, par Madame Héliard Dubreuil qui l'a publié en 1952. Lorsque ce tableau est publié, il pose toutes sortes de problèmes. Il faut d'abord décrypter son iconographie, ensuite arriver à trouver une date et ensuite à trouver son auteur. Là encore une fois, c'est très significatif des problèmes qu'on peut avoir face à ce genre de tableau d'église qui n'est plus à son emplacement d'origine. Alors tout d'abord, l'iconographie, donc par rapport à la datation du tableau, c'est-à-dire dans les années 20, Héliard Dubreuil déduit que les échevins représentés ce sont ceux qui étaient en charge à la fin des années 20, dans la seconde moitié des années 20. Donc vous avez Nicolas de Bailleul, le prévôt des échevins, Pierre Perrault, le procureur, donc vous voyez tous les autres noms qui sont marqués dessus, qui étaient actifs à ce moment-là. Donc on a l'identité des personnages du bas. Un beau portrait assez enlevé. Partie terrestre qui représente la ville. Ensuite, la partie entre guillemets céleste, parce que Geneviève elle est là pour faire notre intercesseur auprès du monde divin. Donc là c'est une iconographie tout à fait adaptée à la réforme post-tridentine, donc une composition pyramidale qui nous fait monter petit à petit vers le ciel. Donc Geneviève tient les clés de la ville, elle tourne le regard vers le ciel et elle est un peu plus raide que la partie basse, et vous allez voir que ça a posé pas mal de problèmes. Et derrière elle se trouve l'élément peut-être le plus extraordinaire de ce tableau avec les portraits. C'est l'une des plus anciennes vues topographiques de Paris, fait dans les années 20, ce qui est très tôt. Et alors vous allez le voir, une vue qui paraît comme ça un petit peu évanescente, mais une vue qui est extrêmement précise. Quand on s'approche du tableau, donc ça c'est des photos avec quelques reflets, je suis désolé, c'est moi qui les ai fait sur place quand le tableau était à Paris. Quand on s'approche de près, eh bien ici on reconnaît l'hôtel de ville à gauche avec ses petites toitures. Derrière l'hôtel de ville, vous voyez l'église Saint-Jean-en-Grève, qu'on reconnaît de manière très claire. Derrière Saint-Jean-en-Grève, on voit l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, avec sa toute nouvelle façade, qui était une façade toute neuve au moment où le tableau a dû être peint. On voit que l'artiste a vraiment bien observé la ville et a suivi évidemment les derniers travaux. L'existence de la façade de Saint-Gervais nous donne aussi une date évidemment pour le début de la réalisation du tableau qui est forcément postérieure à la construction de la façade. Un peu plus loin, on voit la prison le temple et les moulins, et puis vous avez Montmartre qui est tout au fond derrière Sainte-Geneviève. Sur le côté du tableau, l'évocation du rôle de protectrice de Sainte-Geneviève, avec des soldats qui s'enfuient, qui quittent Paris. Elle a quand même sauvé plusieurs fois Paris des assauts. Et là, on arrive au problème de la date. Vous voyez que l'iconographie, finalement, a été assez simple. Alors, la datation.
Comment on sait exactement quand a été peint ce tableau ? Héliard du Breuil émet une hypothèse extrêmement intéressante. En 1625, il y a l'une de ces fameuses sorties de la chasse de Sainte-Geneviève. Vous savez que cette pauvre Geneviève, qui avait un problème, on allait la sortir de sa tombe, on la tremballait dans tout Paris, ce qui arrivait quand même pas très souvent. Au XVIIe siècle, il y a en tout 7 processions de la chasse, ce qui n'est pas beaucoup, dont une en 25, pardon. Et elle pense que le cardinal de La Rochefoucauld, ayant probablement entrepris des travaux à partir du début des années 20-22, le temps de mettre en place les retables et tout ça, en était arrivé probablement autour de 25, et que l'iconographie très particulière de ce tableau, où se trouvent les échevins qui remercient Geneviève, est certainement liée à cette célèbre procession de 1625. Donc ça pourrait être une date aussi clé pour situer le tableau. Et vous verrez que c'est une date qui contredit un journal de voyageurs qui décrit ces mêmes tableaux quelques années plus tard. Donc jusque-là, ça se fait sans trop de problèmes. C'est l'attribution qui a posé le plus de problèmes pour ce tableau. Alors pourquoi est-ce que l'attribution a posé problème ? Héliard du Breuil, dans cette documentation extrêmement riche qu'elle a pu réunir autour de l'œuvre, a trouvé une mention de la vie de Philippe de Champaigne, un des biographes de Philippe de Champaigne, Guillet de Saint-Georges, qui parle précisément de ce tableau. Elle a pu faire la connexion entre l'écrit et l'œuvre. Donc, comme le dit, vous le voyez, Guillet de Saint-Georges, il fit sur les dessins de Monsieur l'Allemand un tableau qu'on voit dans l'église Sainte-Geneviève-du-Mont, à l'autel de la nef la plus proche de la sacristie. Il y représenta Sainte-Geneviève environnée du prévôt des marchands et des échevins de Paris qui lui adressent leurs prières. Alors, il y a quand même un souci, c'est que, du coup, quand on lit à la lettre cette description de Guillet de Saint-Georges, il a l'air de dire que c'est Philippe de Champaigne qui a peint ce tableau sous les ordres de Georges Lallemand. Donc, on connaît bien les deux peintres. Lallemand est un peintre de la vieille génération des maniéristes tardifs. Dans les années 20, c'est un des principaux artistes de Paris. C'est lui quasiment qui a l'essentiel des commandes religieuses jusqu'au milieu des années 30. Et Philippe de Champaigne, on sait qu'il arrive à Paris précisément au milieu des années 20, et qu'en 1625, coïncidence avec la date de la procession de la chasse, il se trouve bien dans l'atelier de Georges Lallemand. Alors, Héliard du Breuil, du coup, fixe cette attribution, Champaigne d'après l'Allemand, et là commencent ces fameux débats que les historiens de l'art adorent pour savoir qui a fait quoi exactement dans le tableau. Donc la première hypothèse qui a été longtemps en cours, sachant que Georges Lallemand est un artiste qu'on a découvert très récemment, c'était que le tableau comprenait 2 parties. Une partie qui était bien, en bas, avec les portraits des échevins, vous voyez, assez enlevé, et une partie en haut, avec la Sainte-Geneviève, un peu raide, qu'on a estimé d'ailleurs assez rapidement totalement refaite, peut-être un peu trop vite. Et du coup, on a dit, voilà, Philippe de Champaigne, grand peintre de l'école française, il a fait ce qu'il y a de mieux, donc c'est les portraits en bas, puis Champaigne en plus c'est un grand portraitiste, et Georges Lallemand a fait la partie moche en haut. Donc ça, c'est l'idée qui est restée le plus longtemps admise, sauf que l'allemand est désormais beaucoup mieux connu, et des découvertes récentes ont permis d'inverser cette hypothèse. Pourquoi ? De l'allemand, on possède un portrait collectif des échevins de la ville de Paris, un portrait pour l'hôtel de ville, qui est ce portrait qui est au musée Carnavalet. Ce tableau date de 1611. Il est quand même 10 ans avant, plus de 10 ans avant le tableau de Sainte-Geneviève. Certes, les têtes y sont un peu raides, c'est des têtes qui ont l'air d'être posées comme ça sur les vêtements, mais il y a là à la fois un problème d'état, parce que ce tableau-là est bien un peu abîmé, et puis il y a un problème de date. L'allemand a certainement évolué en une dizaine d'années. Ensuite, quand on regarde d'autres œuvres de l'allemand qui présentent des têtes, on voit que dans ces têtes, dans ces dessins notamment, c'est un artiste qui a un style assez enlevé, assez rond et assez pictural. Donc, quand vous regardez ce dessin qui se trouve dans la collection du musée de Rouen, et quand on regarde de près les têtes des échevins du tableau de Sainte-Geneviève, on voit que ça colle assez bien dans la manière un peu maniérée de présenter les visages, manière assez libre de faire les barbes.
et puis ces airs un peu étranges et métalliques qu'ont les personnages, qu'on est au final assez bien dans l'œuvre de l'Allemand. Par contre, quand on va en haut, là on se rend compte qu'il y a un souci maintenant avec l'œuvre qu'on connaît de l'Allemand aujourd'hui, qui est un artiste, comme je vous l'ai dit, assez rutilant. Cette Geneviève est extrêmement raide. On a dit qu'elle était raide parce qu'elle était repeinte ou que c'était l'Allemand qui l'avait fait, mais au moment de l'exposition, il a été possible de voir le tableau sur une échelle. Je peux monter, regarder le visage de très près. Comme vous pouvez le voir sur ces photos de détail, que ce soit le vêtement de Geneviève, ici, ou son visage, n'ont pas franchement l'air d'être complètement refaites. Donc c'est juste un visage très synthétique, et qui certes pose problème avec l'œuvre de l'Allemand, parce que quand on regarde des visages de Georges Lallemand, comme dans cette Vierge à l'enfant qui est au musée de Rennes, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les deux tableaux. Alors du coup là on se questionnait, et c'est l'apparition d'un dessin qui est venu donner une réponse. C'était à peu près 1 an et demi avant l'exposition de Carnavalet. Frédéric Lanoé, qui travaille sur Philippe de Champaigne, a trouvé dans les anonymes flamands du Louvre ce dessin, qui, comme vous pouvez le noter, est un dessin préparatoire pour le tableau de Sainte-Geneviève. Ce dessin qui correspond parfaitement au style graphique de Georges Lallemand. Donc c'est un dessin de Georges Lallemand. Quand on met le dessin à côté du tableau, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse modification entre le dessin et le tableau. Là où on a ce style très dansant qu'on a dans la partie basse du tableau avec les portraits, et qu'on a dans le dessin, dans le tableau, on a quelque chose de beaucoup plus raide. Et la nouvelle hypothèse, c'est que c'est Philippe de Champaigne qui bien peint probablement la Geneviève. Champaigne ne peint pas comme Georges Lallemand, il a un style plus structuré, et il a probablement eu du mal à se mettre dans la peau du maître pour lequel il travaillait, et il a un peu raté la tête de sa Geneviève. Donc, c'est très certainement l'Allemand qui a fait les portraits et qui a eu la commande, et Champaigne, en tant qu'assistant, a dû peindre la partie haute. Alors, l'une des seules objections, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait donné à un assistant à peindre la partie la plus importante de l'œuvre, c'est-à-dire la tête de la Sainte. Ça, c'est encore point d'interrogation. Mais quoi qu'il en soit, l'œuvre doit être considérée comme une œuvre de Georges Lallemand et non pas de Philippe de Champaigne comme elle l'a été pendant un certain temps. Alors, après ce tableau très riche, et assez extraordinaire, on a mis quand même un certain nombre d'années avant de retrouver une seconde peinture. Dans les années 70, apparaît un deuxième tableau de l'abbaye de Sainte-Geneviève, et là ce sont les 2 seuls tableaux du XVIIe siècle qu'on a retrouvés de l'église Sainte-Geneviève. Il s'agit d'une Charité de Saint-Martin. Alors pareil, une fois que le tableau est apparu, on a reconstitué son histoire en remontant en arrière. Donc le tableau apparaît dans les années 70 sur le commerce de l'art, au moment de son exportation de France. C'est une œuvre qui a été saisie donc à la Révolution. Il est inventorié au dépôt des Petits Augustins, ce tableau. On l'avait dans la fameuse liste de Lenoir, et il a dû être vendu. Donc il est sur le numéro 950 dans la liste de Lenoir. Il est vendu, et il réapparaît d'un seul coup dans les années 70. On ne sait pas ce qui lui est arrivé entre-temps. Il est exposé à Londres à la galerie Haym, et à ce moment-là, acquis par les musées de la ville de Paris. C'est le tout premier tableau de Georges Lallemand acheté par un musée français. À cette époque, donc, c'est un des tableaux les plus importants qui a permis de redécouvrir Georges Lallemand. Alors, il a fallu évidemment prouver que le tableau était bien de Georges Lallemand et qu'il venait bien de Sainte-Geneviève. Et alors, pour ce tableau, ce qui a beaucoup aidé, c'est ce fameux journal de voyage dont je vous parle tout à l'heure, d'un Anglais qui vient se promener à Paris en 1649, un Anglais qui s'appelle Richard Simons, et qui a eu la très bonne idée d'aller à Notre-Dame, d'aller à Sainte-Geneviève et de décrire ce qu'on ne décrivait pas à l'époque, c'est-à-dire des artistes de la fin du maniérisme. C'était un Anglais, donc il n'avait peut-être pas forcément les mêmes goûts que les Français, et il décrit absolument tout. Il décrit retable par retable tous les tableaux de Sainte-Geneviève. Et une fois qu'il les a tous décrits, il dit « On m'a dit dans l'église que tous ces tableaux, ils étaient de Georges Lallemand et ils ont été peints en 1636. » Alors évidemment, là, il y a une date qui ne correspond pas aux dates qu'on a nous. 1636, c'est la date de la mort de Georges Lallemand. Donc en fait, il a dû se mélanger un petit peu les pinceaux entre la mort du peintre et la date de réalisation des œuvres. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir précisément où se trouvait chaque tableau dans l'église Sainte-Geneviève.
Et Simons précise aussi les sujets de 2 des retables qui manquent. Pour les autres, il donne comme le noir juste les noms des saints. On sait que la Madeleine était mourante et accompagnée de 3 anges, et que Saint Louis était accompagné de Louis XIII qui lui faisait une offrande, qui lui offrait la couronne. Alors les 4 autres tableaux sont à retrouver, donc ouvrez bien les yeux si vous vous promenez dans des petites églises en France ou dans des châteaux, on ne sait jamais, on peut toujours retrouver ces œuvres qui n'ont pas été détruites. Alors le tableau de Saint-Martin est tout à fait typique de l'œuvre de l'Allemand par son côté rutilant. Vous voyez, c'est un tableau très spectaculaire, c'est propre à l'art de l'Allemand qui joue sur l'efficacité de l'image, c'est un des chefs-d'œuvre de cette époque-là, avec ce cheval qui a un regard humain, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le maniérisme tardif, ce travail très poussé sur la matière, notamment sur l'armure de Saint-Martin, et ses visages un peu tordus, comme on l'avait avec ses grands nez, vous voyez ce côté, ses cheveux qui partent en petites boucles, comme on l'avait dans le portrait des échevins avec Sainte-Geneviève. Et là, vous voyez d'autres œuvres de l'Allemand qui vous montrent la proximité, évidemment, avec les tableaux de Sainte-Geneviève. Un tableau qui est au musée de Lille et qui était le maître-autel, probablement, d'une grande église à Paris, qu'on n'a pas encore bien identifié. On sait qu'il vient des églises de Paris, et l'un des chefs-d'œuvre de l'Allemand qui se trouve aujourd'hui à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, voilà en fait à peu près tout ce qu'on a comme grand tableau important aujourd'hui repéré de l'église Sainte-Geneviève. Mais où sont passés les tableaux de Sainte-Geneviève, qui en plus ne sont pas inventoriés par le noir? Il y a une hypothèse, c'est qu'une partie des tableaux prélevés à Sainte-Geneviève ait pu être remise évidemment à l'église Saint-Étienne-du-Mont juste à côté. Alors d'où vient cette hypothèse? À l'église Saint-Étienne-du-Mont, vous avez 2 gigantesques portraits collectifs des échevins de la ville de Paris, avec Sainte-Geneviève, qui sont des ex-voto. Ces tableaux se trouvaient bien dans l'église Sainte-Geneviève, avant la Révolution, des tableaux du fin 17e, début 18e. Et ils ont été transférés à l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui va prendre le relais du culte de Sainte-Geneviève après la destruction de l'église abbatiale. Donc cette église a probablement pu recevoir d'autres peintures, alors lesquelles pourraient être candidats pour une provenance de Sainte-Geneviève, toujours à titre hypothétique. Alors là, évidemment, c'est le transfert de la chasse, de ce qui reste de la tombe de Sainte-Geneviève avec cette fausse chapelle néogothique construite au XIXe siècle. Les 2 grands textes-photos dont je vous ai parlé, de Nicolas de l'Argilière et de Jean-François de Troyes. Quelques restes de Saint-Étienne-du-Mont que je vous montre au passage, notamment un tabernacle de Germain Pilon qui est en fragment aujourd'hui au Louvre. Les vitraux du XVIe siècle, pour les travaux du XVIe siècle, une chapelle du XVIe siècle qui existe encore dans l'église totalement repeinte. C'est une église qui a perdu presque toutes ses œuvres d'art d'origine. On sait qu'il y avait une tenture de tapisserie par Laurent de la Hire qui a également été détruite, donc on ne conserve plus que les dessins aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Mont? Tout d'abord, une série de tableaux qui ne peuvent pas provenir des églises de Paris, qui sont des tableaux italiens qui viennent probablement des saisies napoléoniennes et qui ont été déposés par le muséum dans l'église. Donc, 3 tableaux essentiellement. Donc, ces 2 œuvres vénitiennes, ces œuvres du XVIe siècle. Ce grand tableau du XVIIe siècle qui est dans la sacristie et qui est probablement dérivé de l'œuvre de Ciro Ferri, un peintre proche de Pierre de Cortone. Donc, ce tableau qui ne peut pas non plus provenir de Sainte-Geneviève, qui est de Quentin Varin, et tout simplement parce qu'on a trouvé son origine, c'est un tableau qui vient de Saint-Jacques-de-la-Boucherie et qui a été posé à Saint-Étienne-du-Mont après la Révolution, Saint-Jacques ayant été détruit. Donc Saint-Jacques-de-la-Boucherie est également un candidat du coup pour d'autres tableaux dont on connaît la provenance, dont on ne connaît pas la provenance, qui se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Ce tableau qui vient du couvent de Saint-Lazare, qui est de Lichery, qui était dans l'exposition du musée Carnavalet. Donc ça, ce sont les tableaux qu'on voit à Sainte-Geneviève, à Saint-Étienne-du-Mont, qui ne peuvent pas provenir de Sainte-Geneviève. Ensuite, il y a un lot de tableaux anonymes ou problématiques, où là, on a des possibilités d'études. Le tableau le plus intéressant est ce Jugement dernier, qui est une rareté dans le paysage pictural français du début du XVIIe siècle, tout simplement parce qu'il est daté
Il est daté de 1605. C'est un des seuls tableaux des églises de Paris de cette date-là qui existe encore. Et ensuite, il y a sur ce tableau à la fois le portrait du donateur, le religieux qui est à gauche, ses armoiries devant, qu'on n'a pas identifié encore. Donc l'identification de ces armoiries va permettre de savoir si ce personnage peut se rattacher à l'abbaye de Sainte-Geneviève ou pas. Et puis évidemment la date qui va permettre de pouvoir situer la commande du tableau. Donc là il y a quand même des indices, mais qu'on n'a pas encore pu déchiffrer. Tableau qui mélange à la fois la culture maniériste du XVIe siècle du Nord, avec le côté très plein de la composition, et une culture renaissance française. Vous connaissez peut-être un tableau de Jean Cousin qui est au Louvre, qui représente un jugement dernier, qu'on est un peu dans la même typologie de représentation ici, avec ces musculatures très puissantes qui viennent de l'appréhension de la compréhension de Michel-Ange par la peinture nordique, etc. Donc vraiment un des tableaux les plus passionnants à étudier et sur lesquels on doit encore trouver des choses à Saint-Étienne-du-Mont. Ensuite, vous avez ce grand Christ en croix, toujours anonyme, qui pose encore pas mal de problèmes de datation et d'attribution. Vous voyez que dans le tableau se trouve Louis XIII avec sa couronne. Donc voilà, c'est un tableau dans l'entourage de Georges Lallemand des années 1620-1630. C'est comme ça qu'on a pu le situer pour le moment, mais sur lequel on n'a pas encore d'idée. Donc ça pourrait également être un tableau qui pourrait provenir de Sainte-Geneviève. Cette œuvre assez mystérieuse dont on a retrouvé le nom du peintre, ça c'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Thorin. Le tableau est signé. C'est l'unique tableau qui existe de cet artiste, qui a probablement été peint pour une chapelle, qui est une œuvre qu'on avait présentée à Carnavalet, extrêmement attachante, qui présente la Madeleine dans un contexte quotidien du XVIIe siècle, un peu à la Abraham Boss, avec une superbe nature morte qui évoque les 5 sens et le destin de la Madeleine. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout compris quand j'avais fait le catalogue, mais un des conférenciers qui est fan de cartes à jouer au musée Carnavalet m'a lu les cartes qui sont au sol. Et en fait, l'emplacement de chaque carte a un lien avec la vie de la Madeleine. Donc, par exemple, elle a la dame de pique qu'elle écrase de son pied. Elle a le cyste trèfle qu'on voit devant elle en équilibre. Le cyste trèfle, c'est le changement, je crois, ou la modification. Ça prédit une modification dans votre vie. Elle est en train d'abandonner les biens de ce monde. Vous voyez, toutes les cartes, en fait, ont un lien avec ce qu'est en train de faire la Madeleine. Pareil, un tableau sans provenance. Un tableau qui était inédit jusqu'à il y a quelques années, qui est très important aussi, qui est à Saint-Étienne-du-Mont, c'est ce grand tableau qui représente Moïse de Antoine Dieu, qui est attribué à Antoine Dieu. Donc c'est un artiste de la seconde moitié du XVIIe siècle, fait partie des artistes de l'Académie, autour de Lebrun. Et puis d'autres œuvres moins intéressantes, une copie française certainement de la première moitié du XVIIe d'après Carlo Saraceni, Une mort de la Vierge. L'original de Carlo Saraceni se trouve aujourd'hui en Italie. C'est le fameux tableau qui a remplacé la mort de la Vierge de Caravage qui est au Louvre. Parce que la mort de la Vierge de Caravage avait été refusée par l'Église. Donc là, c'est une composition qui a eu pas mal de succès. Ça, c'est des tableaux qui sont encore à étudier et qui sont très problématiques. C'est ce genre de tableau qu'on remettait systématiquement dans les églises, que les musées n'ont pas voulu. Après la Révolution. Vous voyez, c'est des choses un peu bizarres, on arrive mal à les dater, ils sont globalement presque tous de la première moitié du XVIIe siècle, qu'à un moment qu'on n'affectionnait pas particulièrement à la fin du XVIIIe siècle pour les musées ou dans le goût. Là, un tableau sur lequel je ne sais sincèrement pas quoi penser, qui doit dater des années peut-être 1640, qui a un côté un peu provincial, qui ressemble un petit peu à la peinture à certains peintres du sud de la France. Là, un martyr de Saint-Jean à la porte latine qui a l'air de s'inspirer du tableau de Lebrun pour globalement la composition générale, donc qui est certainement un suiveur de Lebrun qu'on n'a pas encore identifié. Et ici, encore d'autres peintures anonymes, dont certaines se trouvent dans la sacristie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter la sacristie et les dépendances de Saint-Étienne-du-Mont. Moi, pas encore. Je n'ai que des photos. Donc voilà quelques tableaux qu'on ne voit jamais, qui sont des tableaux inédits qui n'ont jamais été publiés.
Donc une œuvre qui est probablement un paysage de Mauperché. On sait qu'à l'église Sainte-Geneviève, il y avait des paysages, notamment des patelles. Les Génovéfains avaient des ensembles de paysages. On ne pense jamais qu'il y a des collections de paysages dans des lieux religieux. Les paysages, c'est également un moyen de méditation. Donc ça, c'est peut-être un tableau qui est passé d'une église à l'autre. Et encore, voilà, quelques tableaux anonymes sur lesquels je finirai, qui sont à identifier. Donc je vous les montre. Donc ça, s'il y a des personnes qui ont des idées, surtout n'hésitez pas. Et alors, une autre possibilité pour retrouver des tableaux de Sainte-Geneviève, vous avez vu qu'il y a peu d'iconographie de Sainte-Geneviève dans tout ce qu'on a vu. Eh bien, en fait, dans les églises de Paris, certains tableaux anciens, comme celui qui était avant à Saint-Méry, qui est aujourd'hui à Carnavalet, cette Geneviève entourée de menhirs, qui évoque l'enclos primitif de Paris, ou cette Geneviève du début du XVIIe siècle en prière, qui est à l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, pourrait provenir de l'église Sainte-Geneviève. Mais là encore une fois, ce sont que les trouvailles d'archives ou de nouvelles pistes sur ces œuvres qui nous le diront. Donc voilà, je vais finir sur cette image de Sainte-Geneviève qui se trouve sur la façade. Si vous avez des questions, je vous laisse me demander. Je vous remercie beaucoup.